Bonjour, bienvenue dans ce webinaire AWS qui va traiter du sujet du machine learning et de l'intelligence artificielle. Je suis Philippe Sadet, business developer, précisément sur la thématique de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ce webinaire fait partie d'une série de plusieurs webinaires autour de ces thématiques et l'approche que je vais avoir moi particulièrement dans ce webinaire est celle de la valeur business et de l'utilisation que les sociétés peuvent faire du machine learning et de l'intelligence artificielle pour dynamiser leur transformation digitale. Si vous êtes intéressé par des approches plus techniques, plus technologiques de ces sujets, je vous invite vivement à consulter et à vous enregistrer sur ces autres webinaires. Par ailleurs, je vous invite également à laisser des questions dans la fenêtre de chat de façon à pouvoir obtenir des réponses plus précises. Alors, pour bien comprendre pourquoi l'intelligence artificielle et le machine learning ont cette capacité à apporter de la valeur business, je pense qu'il faut rappeler pourquoi l'intelligence artificielle et le machine learning ont pris une place prédominante dans la transformation digitale des entreprises. La raison fondamentale, c'est que la transformation digitale des entreprises s'appuie aujourd'hui sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est celui de la gestion de la relation client, de la gestion de la relation à l'utilisateur. Et il est clair aujourd'hui que le machine learning et l'intelligence artificielle bouleversent de façon très significative cette dimension de relation au client. Le deuxième pilier de la transformation digitale, qui évolue aujourd'hui très fortement grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, c'est le pilier qui concerne le fonctionnement interne de l'entreprise, sa façon de s'organiser, de faire travailler ses collaborateurs, ses équipes, d'interagir avec ses partenaires, avec ses sous-traitants. Donc tout cet écosystème aujourd'hui est au bénéfice de nouveaux process, de nouvelles façons de faire, et qui sont rendus possibles grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle. Enfin, le troisième pilier, qui est très important dans la transformation digitale, c'est celui des mécanismes des décisions internes à l'entreprise, à tous les niveaux. Et on sait, on a des exemples, et j'en parlerai dans ce webinaire, on a des exemples nombreux de sociétés qui utilisent, qui intègrent le machine learning ou l'intelligence artificielle pour rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide les prises de décision, ou les rendre plus pertinentes en donnant des contextes plus fins et plus précis. Maintenant, en complément de ces trois piliers, on sait aussi que l'intelligence artificielle et le machine learning apportent une capacité d'innovation. Innovation, on la situe souvent au niveau des produits pour les rendre plus intelligents, plus efficaces, plus fonctionnels. Mais en réalité, cette innovation qui est apportée par le machine learning et l'intelligence artificielle, elle couvre un champ beaucoup plus vaste. Par exemple, si on considère encore les produits, elle va toucher les phases de design des produits, les phases de prototypage, la mise en production des produits, la maintenance. Donc en fait, on peut pousser cette analyse pour dire que le machine learning et l'intelligence artificielle, dans l'innovation autour des produits, concernent le cycle de vie complet. Évidemment, une société qui intègre dans sa transformation digitale le machine learning et l'intelligence artificielle et arrive à nourrir ces quatre piliers de façon très efficace, évidemment, va se retrouver dans une position avantagée par rapport au marché, avec un avantage compétitif qui va être significatif, et se met en place à ce moment-là un cercle vertueux qui est celui de la transformation digitale, qui commence à donner, à porter des fruits, à apporter des bénéfices, et ces bénéfices vont permettre de redéployer une énergie utilisée auparavant de façon peu efficace pour être réinjectée dans ces quatre piliers et accélérer encore le mouvement de la transformation digitale. Alors, dans les exemples que je vais donner dans ce webinaire, je vais justement essayer de montrer ce côté vertueux et cet effet un peu de déblocage de barrage que peuvent avoir le machine learning et l'intelligence artificielle lorsqu'ils sont utilisés de façon efficace.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Institut IDC, dans un rapport de 2018, avait déjà identifié que 40% des sociétés qui déclaraient vouloir se lancer dans des initiatives de transformation digitale, finalement annonçaient vouloir le faire en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle. Donc je pense que tout ça est très cohérent et ça va nous permettre de comprendre euh, le fondement de la légitimité de l'intelligence artificielle et du machine learning dans la volonté d'améliorer son business. Maintenant, je pense que pour être parfaitement honnête, il faut souligner le fait que l'intelligence artificielle et le machine learning n'ont pas gagné cette place de choix dans la transformation digitale des entreprises de façon tout à fait autonome. Même si ce sont des champs indépendants, en réalité, le cloud public et la présence du cloud public a joué un rôle très très important dans cette efficacité et cette valeur qu'ont pu prendre le machine learning et l'intelligence artificielle. Alors, en tant qu'acteur historique dominant et leader du marché du cloud public, AWS a de longue date pu observer ce couplage très fort entre l'utilisation pertinente du machine learning et de l'intelligence artificielle et une utilisation pertinente du cloud. C'est parfois méconnu, mais en réalité, lorsqu'on considère le cloud, la plupart des sociétés qui ont besoin d'exécuter des tâches de machine learning ou d'intelligence artificielle les confient à AWS. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 clients qui, au quotidien, nous font confiance pour porter ces charges de machine learning. De façon un peu plus précise, si on s'intéresse par exemple aux fonctions de deep learning qui sont exécutées et qui tournent dans le cloud, 81% de ces tâches s'exécutent en réalité sur le cloud AWS. En zoomant encore plus, si on s'intéresse par exemple au framework open source TensorFlow, qui est assez connu pour ses nombreuses applications, quand on regarde la proportion de TensorFlow qui s'exécute dans le cloud, 85% de celui-ci fonctionne sur AWS. Alors, ces chiffres ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il y a en réalité des très bonnes raisons qui poussent les entreprises à choisir AWS pour exécuter le machine learning et le deep learning dont elles ont besoin. À titre d'exemple, quand on considère un benchmark qui s'appelle Dawn et qui a été défini par Stanford et qui permet de mesurer l'efficacité d'une plateforme de deep learning, on observe que systématiquement AWS se retrouve en général dans le top 5 des différentes catégories de ce benchmark, que ce soit pour la rapidité du temps d'entraînement, la faiblesse du coût de cet entraînement ou la faiblesse de la latence sur les phases d'inférence. Donc on a là effectivement des raisons objectives qui valident la position de leader d'AWS concernant le machine learning et l'intelligence artificielle dans le cloud. D'ailleurs, si on observe les sociétés qui nous accompagnent au quotidien, il est assez facile de vérifier que beaucoup d'entre elles s'appuient sur AWS pour les besoins qu'elles ont en machine learning et en intelligence artificielle. Alors, cette expérience d'AWS dans l'accompagnement de sociétés de toute taille et tout type, des startups au grand compte, en balayant le spectre complet des industries, cette expérience acquise depuis de nombreuses années est la racine, le fondement de la constitution du portefeuille de solutions de machine learning et d'intelligence artificielle d'AWS. C'est vraiment nourri de cette expérience et de ces demandes de nos clients qu'AWS a défini et conçu son portefeuille de solutions. Et je vais donc vous expliquer comment celui-ci s'organise de façon à ensuite pouvoir rendre plus clair et plus intelligible les résolutions qui vont être opérées sur les cas d'usage que nous allons voir ensemble. La première couche de cette pile de services d'intelligence artificielle et de machine learning est celle qui se concentre sur les services d'intelligence artificielle. Tous les services qui sont à ce niveau-là ont été vraiment conçus pour être utilisés par des développeurs qui n'ont pas de compétences en machine learning. Chacun de ces services doit pouvoir être intégré facilement
dans une application de façon à la rendre plus intelligente ou plus fonctionnelle. On va trouver évidemment tout ce qui concerne la vision par ordinateur, soit sur des images, soit sur des vidéos, des services relatifs au traitement automatique des documents, qu'ils soient scannés ou sous format numérique, avec la possibilité de détecter des phrases, des paragraphes, ou même de pouvoir trouver le sens des textes qui ont été ainsi récupérés. On a également dans cette famille des services qui sont liés à la parole, que ce soit la synthèse vocale ou la capacité à transformer un fichier audio en texte. On va trouver aussi des services relatifs à la traduction d'une langue à une autre, et également un framework dédié à la constitution d'un chatbot, soit textuel, soit vocal. Et puis récemment, deux services qui ont rejoint cette famille. Le premier sur des systèmes de prévision de séries temporelles, et le dernier pour établir des modèles de recommandation et de personnalisation. Alors, la couche suivante, elle, cette fois, et celle des services de machine learning, va vraiment se concentrer sur les besoins des data scientists et des chercheurs en machine learning. Là, l'objectif est de faciliter le travail des data scientists sur les phases de design de modèles, d'entraînement, de validation, de déploiement en production. En particulier, ce qui va être par exemple grandement facilité par cette couche, c'est l'étape préparatoire qu'on rencontre très souvent dans le deep learning, et qui va être la labellisation des données, où on va voir des possibilités d'automatiser et de réduire les coûts et les temps nécessaires pour cette labellisation. On va également trouver des notebooks tout prêts, et des algorithmes dédiés à la plateforme AWS, qui vont permettre de vraiment gagner du temps dans le développement de nouveaux modèles, en partant de l'expérience acquise par d'autres développeurs et en bénéficiant des optimisations qui ont été apportées par les ingénieurs d'AWS. Enfin, dans cette couche, on va bénéficier assez facilement, par exemple, de la possibilité d'entraîner sur du hardware spécifique, en un clic ou une ligne de code, des modèles qu'on aurait développés, et également, c'est quand même une force pour un data scientist, la possibilité de les déployer en un clic ou une ligne de code, et de les rendre disponibles pour des collègues, des applications dans l'entreprise. La dernière couche, elle est vraiment relative aux frameworks de machine learning et aux infrastructures qui vont les faire tourner. Elle s'adresse plutôt à ceux qui souhaitent contrôler de façon très très fine le fonctionnement des frameworks qu'ils utilisent. Peut-être parce qu'ils ont des exigences particulières en tête lors de la mise en production. Ça peut aussi être le cas, par exemple, des équipes de chercheurs ou des personnes qui ont la responsabilité des infrastructures. Là, ce dont on va bénéficier à ce niveau, sur la couche la plus basse, c'est vraiment la possibilité de choisir parmi une gamme très très large de matériel, avec des caractéristiques techniques qui sont précises pour les modèles qu'on veut utiliser, et aussi d'ajuster finement les modes d'entraînement et de déploiement. Par exemple, on va pouvoir être plus fin dans le choix des frameworks et de leur configuration, et on va aussi pouvoir activer, comme je le disais, des options qui peuvent être intéressantes dans certains cas d'usage pour la partie inférence, par exemple. Si on lève le voile sur cette décomposition conceptuelle en trois couches, on va retrouver tous les services du portefeuille de machine learning et d'intelligence artificielle d'Amazon. Chacun de ces services mériterait qu'on le présente en détail par ses richesses et par sa proposition de valeur. Alors, le parti pris que j'ai aujourd'hui dans cette présentation, c'est de plutôt démarrer par des cas d'usage qui concernent des entreprises et qui ont une valeur business, et de montrer quel service va venir permettre la résolution du cas d'usage. Si vous êtes intéressé par des aspects plus techniques, je vous invite vivement à vous enregistrer pour pouvoir suivre les autres webinaires de cette série, qui rentreront plus dans le détail et qui montreront comment certains d'entre eux peuvent être mis en œuvre facilement.
Par ailleurs, cette décomposition en 3 couches, n'est pas une décomposition en couches étanches. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, data scientist, que vous utilisez évidemment SageMaker pour vous faciliter la vie, il est tout à fait naturel d'aller piocher dans la couche des services d'intelligence artificielle ceux qui vont vous permettre de traiter facilement une étape de votre résolution de problème et éventuellement d'aller activer certaines des options qui sont ici présentées dans la couche d'infrastructure. Donc voilà, en fait, il faut vraiment voir le portefeuille comme faisant un tout, mais avec une décomposition, disons, plus ou moins logique pour localiser les différents services. Alors, j'aimerais en fait, dans, le traitement des cas d'usage que je trouve vraiment important et intéressant, d'un point de vue business, prendre le challenge de traiter d'abord ceux qui vont être résolus par des services, d'intelligence artificielle disponibles sur étagère. De façon un peu de démystifier, l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle et éviter de penser qu'il faut nécessairement, passer par, des étapes extrêmement douloureuses de développement de modèles. Heu et c'est, sous cet angle que je vais, essayer de présenter ces cas d'usage, en rappelant simplement que dans cette couche de services d'intelligence artificielle, les 3 valeurs fondamentales, les 3 propositions importantes et riches sont que, vous pouvez les utiliser en étant par exemple un développeur sans compétences spécifiques sur le machine learning. L'intégration dans les applications que vous développez ou dans les services va se faire de façon très, très naturelle et très fluide et vous bénéficierez aussi, au travers de ces modèles, des améliorations continues qui sont faites, en termes de qualité et de précision, et donc vous n'avez pas à craindre une dégradation. Dans la série de cas d'usage que je vais présenter aujourd'hui, le tout premier va concerner la modernisation du centre d'appel. C'est un cas d'usage qui appartient évidemment au premier pilier de la transformation digitale, ce pilier qui se concentrait sur l'amélioration de la relation client. En zoomant un peu, on observe différentes thématiques. La première, qui est connue, qui est celle de la possibilité de disposer d'une technologie de chatbot conversationnel pour rendre le parcours du client plus naturel lorsqu'il est sur le centre d'appel. Euh, une autre thématique intéressante, c'est par exemple la possibilité de disposer de transcriptions textuelles des échanges audio qui s'opèrent sur la plateforme pour, par exemple, pouvoir les analyser et en tirer des indicateurs intéressants en termes de business. Euh, Par exemple aussi, la possibilité de disposer de ces textes, transcriptions d'audio, va vous permettre d'appliquer des règles de routage intelligent, dès l'accueil téléphonique, pouvoir aiguiller vers le service compétent par rapport aux besoins exprimés par le client. De façon plus globale sur les appels, vous allez pouvoir utiliser des technologies d'analyse de sentiments et réagir de façon peut-être plus rapide à des vagues de mécontentement ou des problèmes qui sont perçus et vus sur la plateforme de centre d'appel. Si on pousse l'idée un peu plus loin, évidemment, une fois que ces données sont collectées et transformées et mises à disposition des systèmes informatiques, on peut, tout à fait, chercher à obtenir, des tableaux de bord, exprimant, la voix de l'utilisateur, la voix du client, pour connaître un petit peu, la qualité de la relation qu'on a avec ses clients. On va mentionner aussi la possibilité de transformer des textes qui auraient été générés à la demande de l'utilisateur et de pouvoir les faire entendre à celui qui appelle pour répondre d'une façon naturelle et humaine à ces questions. Et capacité à prendre en charge sur une même plateforme des personnes qui appellent et qui parlent dans des langues étrangères est aussi un élément positif pour la relation client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs des clients d'AWS ont utilisé les technologies de la couche d'intelligence artificielle, dont ceux qui sont présentés ici, pour améliorer la relation client et les centres d'appel. Je vais prendre l'exemple de la société Vonage, qui est un géant de la télécommunication et qui, en particulier, propose des services de téléphonie. Et Vonage a réussi, grâce en particulier à deux services d'AWS, Lex et Poly, à vraiment rendre beaucoup plus réactive sa plateforme d'appel et par exemple à être capable en temps réel de répondre aux questions et aux interrogations des appelants.
Évidemment, ça contribue à la qualité de service mesurée au niveau de ces centres d'appel. Un autre cas d'usage qui a une certaine importance d'un point de vue business, même une importance critique, est celui du renforcement de la sécurité et de l'authentification. Beaucoup d'applications, beaucoup de process ont besoin, à un moment donné, de s'assurer de l'identité de l'utilisateur. Dans cette thématique, la possibilité de disposer d'une technologie de reconnaissance faciale de précision va permettre de rendre l'authentification sûre, puisque ces techniques de reconnaissance faciale, lorsqu'elles sont précises, ont un caractère d'authentification biométrique forte. Une application sociétale intéressante des technologies de reconnaissance faciale va par exemple être cette aide qui peut être apportée aux forces de l'ordre lorsqu'elles cherchent, au travers des contenus qui circulent sur les réseaux sociaux, de faire la correspondance et de retrouver des personnes qui appartiennent à des fichiers de personnes disparues. La possibilité d'extraire des caractères morphologiques des visages, par exemple avec l'intelligence artificielle, va permettre de faire des correspondances entre des photos d'une même personne, mais à des âges différents. Au travers des technologies disponibles sur la couche d'intelligence artificielle, plusieurs clients ont réussi ce challenge de renforcer l'authentification et par exemple la société Aela Credit a utilisé Rekognition pour faciliter l'accès au crédit auquel peuvent prétendre ses clients, puisque de façon tout à fait fluide, en s'évitant des processus un peu plus longs et manuels et qui passent par une étape de vérification humaine, ont pu permettre à leurs clients de confirmer leur identité et ainsi, en fonction de leurs besoins, accéder au crédit qui va leur être utile. Un autre cas d'usage qui est extrêmement intéressant est celui de l'automatisation du traitement des contenus médias, tels qu'on peut les voir par exemple sur les plateformes numériques. L'objectif ici souvent c'est de réduire les coûts de traitement de ces contenus médias, parfois de mieux les valoriser et même parfois de mieux les monétiser. Alors, pour être un peu plus concret, je vais commencer par la thématique de la modération. Lorsqu'on opère une plateforme digitale, on reçoit de la part de ses utilisateurs énormément de contenu, que ce soit des images ou des textes, parfois des vidéos, et il est impératif d'appliquer une modération de ces contenus. La possibilité d'exploiter une technologie automatique de modération va permettre évidemment de réduire les coûts et de faire moins appel à l'arbitrage humain. Autre thématique importante dans ce sujet de l'automatisation du contenu média, c'est la possibilité de pouvoir comprendre automatiquement le contenu média auquel un utilisateur d'une plateforme est exposé, de façon à lui proposer un contenu publicitaire réellement ciblé et de valeur pour lui, en fonction de ses habitudes par exemple. Autre sujet important, lorsqu'une plateforme média regroupe beaucoup de contenu, c'est la possibilité de rendre accessible à la recherche ce contenu média. On pense par exemple aux plateformes qui récupèrent des photos et des vidéos qui sont mises à disposition et la capacité à les indexer va les rendre accessibles à la recherche. Dans ce contexte des contenus médias, la possibilité d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale va par exemple permettre d'identifier la présence sur une photo ou une vidéo d'une célébrité et encore une fois de rendre du coup ce contenu accessible à la recherche. Enfin, comme beaucoup de ces plateformes voient circuler des contenus qui s'expriment dans des langues différentes, la présence de systèmes de traduction automatique va ouvrir la voie à l'utilisation par différentes personnes de contenus qui ne sont pas dans les langues qu'elles parlent naturellement. Alors là, évidemment, pour réaliser ce cas d'usage, il faut un plus grand nombre de technologies, mais néanmoins, assez facilement, beaucoup de clients d'AWS arrivent à réaliser l'un ou l'autre des cas qui sont présentés. Alors, le cas de Syspan est intéressant puisque c'est une société qui fait de la capture de contenu vidéo et qui avait besoin d'avoir un service d'indexation automatique, efficace et rapide de ces contenus. Et à titre d'exemple, Syspan a réussi à réduire le temps de traitement d'une vidéo dans cette phase d'indexation d'1 heure à 20 minutes.
Et concernant les images qui accompagnent souvent ces contenus, elle a été capable, par exemple, d'intégrer pratiquement 100 000 images en moins de 2 heures avec des très hauts niveaux de qualité en termes d'indexation. Le prochain cas d'usage que j'aimerais présenter, et qui peut être résolu par des technologies d'intelligence artificielle telles que les services d'AWS, est celui qui concerne la localisation des contenus. Par exemple, pour mettre à disposition des applications ou des documents à des utilisateurs qui vivent dans des pays où on utilise des langues différentes. Là, les deux grands défis sont en premier lieu la réduction du coût de cette localisation et ensuite la possibilité, si on souhaite utiliser des processus automatiques, vraiment de satisfaire des hauts niveaux de précision et de qualité dans la localisation. Très souvent d'ailleurs, lorsqu'on s'attaque à ce problème de localisation, on est confronté à la difficulté de traiter du vocabulaire spécifique, spécifique à la société ou spécifique à un métier, et qui va, rendre, la tâche difficile aux technologies automatiques si elles ne sont pas à la hauteur. Autre catégorie de problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaye de localiser automatiquement du contenu, en particulier lorsque ce contenu à l'origine est audio et qu'il va être, dans un premier temps, transformé en texte, c'est de pouvoir remonter à l'horodatage précis où, va s'exprimer, le mot d'origine. Et donc, on a besoin très souvent d'avoir une sorte de traçabilité, temporelle, dans la chaîne de traduction. Autre thématique intéressante qui s'exprime pour la localisation, c'est la possibilité de fournir cette localisation en temps réel, ce qui bien sûr impose une charge supplémentaire, une exigence supplémentaire sur la technologie qui va être utilisée, puisque certaines technologies finalement ne sont disponibles et ne sont efficaces que en mode différé et ne sont pas disponibles lorsqu'on veut les utiliser en temps réel. Enfin, ça paraît assez, basique, mais c'est souvent un problème, délicat, c'est la possibilité de reconnaître la langue dans laquelle s'exprime un contenu. Avec les technologies, d'AWS qui, appartiennent à ce champ de localisation et de traitement de contenu, il y a un cas qui m'a paru vraiment intéressant, une société qui s'appelle Lionbridge et qui est, elle, spécialisée justement dans la traduction et dans la localisation de contenu. Et on pourrait imaginer que ces services automatiques viennent entrer en compétition avec le cœur de métier de cette société. Et en réalité, au contraire, Lionbridge intelligemment a utilisé ces services d'intelligence artificielle pour augmenter sa productivité et sa capacité, puisque elle a réussi à réduire de près de 20% le coût interne de cette traduction. Et ça lui permet évidemment du coup de traiter, un volume d'affaires plus grand et de proposer, un service, de qualité encore meilleure. Donc si vous êtes vous-même concerné par, le besoin de traduire, de localiser automatiquement du contenu, le cas de Lionbridge confirme, je pense, que vous pouvez faire confiance au service d'intelligence artificielle, d'AWS, pour, réaliser cette tâche. Le prochain cas d'usage, lui, nous ramène immédiatement au premier pilier de la transformation digitale que j'ai pu présenter et qui concerne l'amélioration de la relation au client. Dans cette catégorie, évidemment, la capacité à écouter l'opinion de son client ou de son utilisateur est vraiment une chose importante. Et on va trouver cette thématique de l'analyse de sentiments, puisque très souvent les utilisateurs et les clients s'expriment par différents moyens. On a présenté tout à l'heure différents exemples où la possibilité de traduire à la volée, de rendre accessible du contenu par une meilleure indexation, avait une valeur business importante, donc je ne vais pas revenir sur ces thématiques. On peut rajouter, dans le cadre de l'amélioration de sa relation client, la nécessité, je pense, de pouvoir aujourd'hui proposer à des personnes qui souffrent de handicap des contenus qui leur sont destinés, mais qui n'ont pas été conçus au départ pour cette accessibilité-là. Avec les technologies d'intelligence artificielle d'AWS, de nombreux clients ont réalisé des progrès dans cette dimension et un exemple m'a particulièrement intéressé, c'est celui de la société Vidmob qui opère une plateforme de mise en relation
entre des équipes marketing et des vidéastes, enfin des créateurs de contenu vidéo de haute qualité. Et Vidmob, sur cette plateforme, a pu, grâce aux technologies d'AWS, rajouter la capacité d'analyse de sentiments. Et donc, les équipes marketing peuvent, au travers de Vidmob, opérer leur campagne marketing et réagir de façon beaucoup plus dynamique à l'impact positif ou négatif que les contenus vidéo peuvent avoir durant la campagne, ainsi ajuster ces contenus pour avoir une campagne plus efficace. Pour rester sur la thématique de l'efficacité, j'aimerais prendre comme prochain cas d'usage ce besoin que beaucoup de sociétés expriment de personnaliser la relation qu'elles ont avec leurs clients. La personnalisation, c'est une façon de faire de la recommandation ciblée en tenant compte du contexte qui est exprimé par le client. Alors depuis de très nombreuses années, le site Amazon.com est connu pour la qualité de cette recommandation et c'est ce qui contribue à la satisfaction de ses clients. Euh, alors AWS a pour ambition de proposer à ses clients et de vous proposer la possibilité d'utiliser des technologies efficaces de personnalisation. Évidemment, les technologies d'analyse de sentiments, la capacité à remonter des informations de l'analyse de la voix du client vont venir renforcer la possibilité de faire de la personnalisation efficace. Parmi les technologies proposées par AWS, depuis peu, on va trouver une technologie qui s'appelle Personalize et qui va permettre à des développeurs de fabriquer en quelques étapes des moteurs de personnalisation en se basant sur les données capitalisées par l'entreprise. Parmi les clients qui utilisent Personalize, j'ai été intéressé par l'exemple de Domino's, qui est une société très connue et qui a pu affiner sa façon de pousser du contenu marketing auprès de ses clients en tenant compte du contexte du client, des événements qui peuvent être présents, climatiques et autres. La gestion de la communication marketing chez Domino's a pu être beaucoup plus fine et finalement rendre plus agréable l'expérience du client sur la plateforme. Pour terminer cette série de cas d'usage, j'aimerais traiter deux cas qui sont très génériques et très fréquemment rencontrés dans les entreprises. Le premier concerne la nécessité de faire des prédictions sur les séries temporelles qui pilotent le business de l'entreprise. Alors, fort de l'expérience d'Amazon.com, AWS a souhaité proposer une technologie qui rende accessible à tous ces moteurs de forecasting. Il s'agit ici de proposer une technologie suffisamment puissante pour ingérer des grandes quantités de séries temporelles, d'en faire un traitement global et unifié et de faire de la prédiction sur plusieurs séries temporelles en même temps. Euh, Avec des prédictions de qualité, l'entreprise va pouvoir, par exemple, améliorer sa planification. L'entreprise va aussi pouvoir enrichir les tableaux de bord qui sont par exemple utilisés par les équipes commerciales de visuels qui montrent les prédictions en termes de vente, de consommation, de churn, etc. Un autre champ intéressant d'application de ces capacités de forecasting va se retrouver au niveau de la supply chain. Évidemment, il est important d'être capable de prédire l'état de ses stocks ou de prévoir l'évolution de la demande. Donc AWS a mis à disposition depuis peu une technologie qui s'appelle Forecast et qui aujourd'hui est utilisée par de nombreux clients, en particulier des sociétés par exemple qui sont concentrées sur l'activité de gestion logistique. Le dernier cas d'usage qui va nous intéresser aujourd'hui est celui qui permet de traiter de façon automatique des documents.
Alors, dans le domaine de la gestion électronique des documents, la technologie d'OCR, de reconnaissance de caractère, existe depuis de nombreuses années, mais très souvent, le besoin est de travailler à une échelle supérieure que celle du caractère, et par exemple, de pouvoir extraire de l'information de plus haut niveau, comme des mots, des phrases, et des paragraphes. Euh, pour aller un peu plus loin, sur des documents par exemple financiers, l'important ça va être d'être capable de détecter les tableaux de données et de restituer l'information capturée sous forme de tableau. Et si on a affaire à des formulaires, là l'ambition c'est d'être capable de retrouver la correspondance entre les clés et les valeurs. Par exemple, le nom et le nom qui a été renseigné, le prénom et le prénom qui a été renseigné. Ça ouvre la voie évidemment à du traitement par des méthodes NLP qui vont permettre de faire de la synthèse de documents et grâce à l'intelligence artificielle, peut-être de trouver aussi des sujets qui sont exprimés dans le document. Donc une meilleure indexation rend les documents plus faciles à retrouver par des moteurs de recherche et ça peut aussi permettre de fabriquer des tableaux de bord qui vont permettre de superviser un corpus de documents. AWS propose une combinaison basée sur la technologie Textract et sur la technologie Comprehend pour couvrir ces différents cas d'usage. Il est intéressant de noter qu'une société comme Alfresco, qui est spécialisée dans la gestion électronique des documents, bénéficient aujourd'hui de ces technologies pour mieux accompagner ses clients dans leur gestion de documents. À présent, j'aimerais dire quelques mots des cas d'usage qui sont plutôt couverts par l'utilisation des services de machine learning. Alors, au départ, et pendant de nombreuses années, la pratique du machine learning et le développement de modèles de machine learning était une tâche ardue. Un certain nombre d'étapes étaient nécessaires et étaient difficiles. Et AWS aujourd'hui propose Amazon SageMaker pour faciliter grandement la vie des data scientists qui ont besoin de développer des modèles de machine learning dédiés à la résolution d'un problème spécifique. Alors, je vous invite à suivre les webinaires qui accompagnent ce webinaire dans une série parce que ils détailleront comment SageMaker peut être utilisé pour designer des modèles de machine learning et les mettre en production. Différentes étapes sont rendues beaucoup plus simples aujourd'hui par SageMaker. Par exemple, la capacité à optimiser les modèles de deep learning lorsque ceux-ci ont été conçus et doivent être entraînés sur des données. La capacité à gérer les infrastructures pour l'entraînement et le déploiement dans SageMaker, cela va se faire de façon très naturelle et très simple. Autre exemple, lorsque l'on met un modèle en production pour être exploité par une application, par exemple. Si on le fait dans le cloud, on souhaite avoir une certaine scalabilité et une gestion automatique de la ressource nécessaire à cette inférence. Et tout ça va se faire de façon très naturelle grâce à SageMaker. Et le data scientist n'a pas à porter une responsabilité technique trop grande pour atteindre ses objectifs. Alors, ces différents exemples soulignent que SageMaker couvre vraiment la totalité du cycle de vie du modèle, depuis la conception jusqu'au déploiement, en passant par l'entraînement. Et comme j'ai pu le dire précédemment, les frameworks les plus connus et les plus utilisés par les data scientists sont au sein de SageMaker déjà préparés et présents pour être disponibles immédiatement avec les bons niveaux de configuration et avec les meilleures performances. De façon synthétique, les utilisateurs de SageMaker témoignent de trois catégories de bénéfices. La première catégorie est celle de la réduction des coûts, puisque en général, on constate une réduction des coûts de 70% pour la partie de labellisation des données, cette partie qui est importante lorsqu'on utilise des algorithmes d'apprentissage supervisé. Et là, c'est SageMaker Ground Truth qui est mis en œuvre pour atteindre cette réduction. Autre exemple de réduction de coûts, la capacité à utiliser la technologie Elastic Inference, qui finalement est une technologie qui permet de poser une
une portion d'un GPU pour bénéficier d'accélération GPU, au lieu de positionner un GPU complet. Évidemment, il y a un gain de coût lorsque le modèle d'inférence ne nécessite pas un GPU complet. Autre dimension qui est constatée par les data scientists qui utilisent SageMaker, c'est que très souvent, ils ont un gain important en termes de performance. Lorsqu'ils utilisent des algorithmes génériques disponibles dans la panoplie des algorithmes proposés par AWS, ceci étant particulièrement adapté aux infrastructures AWS, très souvent le gain en performance est d'un facteur 10. De même, pour certains cas d'usage, les modèles de machine learning vont être installés sur des hardware spécifiques et là, une étape de compilation peut permettre d'en réduire l'empreinte en termes de mémoire et de CPU. Et ça résulte évidemment en un gain de performance. La troisième dimension sur laquelle on va trouver de la satisfaction du côté des data scientists, c'est cette simplicité d'utilisation pour l'entraînement et pour le déploiement. Et un avantage aussi important, c'est que ces modèles finalement vivent dans des conteneurs Docker qui peuvent être déployés de façon très très souple dans de nombreux environnements, ce qui facilite le travail des équipes qui ont la charge des déploiements et de mise en production. À titre d'exemple, je vais prendre en premier la société Celgene, qui doit traiter de grands volumes de données médicales et biomédicales. Et ce qui a pu être constaté, c'est que en utilisant SageMaker, les modèles qui nécessitaient avant 2 mois de temps de calcul, aujourd'hui convergent en 4 heures. Je disais tout à l'heure que l'un des intérêts de SageMaker était de permettre à un data scientist de traiter beaucoup plus rapidement le cycle de vie complet du modèle, de la conception jusqu'au déploiement. Et c'est ce qui a pu être observé avec la société Intuit, qui elle est spécialisée dans le traitement automatique des documents comptables afin d'y détecter des réductions de charges. Leur temps de développement de modèles et de mise en production est passé de 6 mois à 1 semaine grâce à l'utilisation de SageMaker, qui correspond quand même à une réduction de 90%. Donc si vous constatez vous-même une certaine lenteur, on va dire, pour déployer des modèles de machine learning, certainement vous serez intéressé par SageMaker. Dans le domaine médical, GE Healthcare a réussi à développer un modèle assez sophistiqué de détection d'anomalies sur des clichés médicaux. Là, la valeur business, c'est de vraiment faire de l'innovation et de transformer complètement la façon de travailler de spécialistes comme les radiologues. Autre exemple assez intéressant qui va plutôt concerner la supply chain, par exemple, c'est celui de la société Convoy qui, grâce à SageMaker, a pu mettre au point un modèle intéressant, prédictif, pour l'optimisation des plannings de ses chauffeurs, en respectant un certain équilibre de charge entre les chauffeurs et pouvoir du coup mieux planifier sa capacité à traiter les demandes des clients, d'améliorer le pricing. Dans le domaine de la transformation de documents financiers, Siemens, qui a une division de services financiers, a pu aussi mettre au point une technologie de NLP lui permettant de faire la synthèse d'une grosse volumétrie de données qu'elle emploie aujourd'hui lorsqu'elle opère des due diligence, et ce qui lui permet finalement de proposer une synthèse de ces documents, non pas en 12 heures, mais en 30 secondes. Évidemment, le traitement des dossiers en est accéléré, et si vous-même êtes dans cette situation et avez besoin de réduire le temps de traitement de documents, je vous invite à prendre exemple sur la société Siemens et de ce qu'elle a pu faire avec SageMaker. Sony, qui est aussi connu pour sa plateforme de jeu, a utilisé SageMaker pour développer des modèles prédictifs qu'elle a utilisés pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs en amenant une sorte de personnalisation dans l'expérience du joueur et également alors ce qui est intéressant, en amenant finalement de l'information et un reporting plus fin pour ses propres salariés dans la gestion business de la plateforme.
Je vais maintenant présenter quelques informations qui sont, je pense, importantes d'un point de vue business par rapport à l'utilisation de la couche d'infrastructure que l'on trouve dans le portefeuille de solutions d'AI et de ML de AWS. Alors, je le disais, ces solutions, ces services qui sont dans la couche d'infrastructure vont permettre de soutenir le développement de modèles spécifiques qui viennent résoudre un besoin business précis. Parfois, dans certains contextes, on a besoin d'exploiter des hardwares précis et AWS propose la panoplie la plus large de hardware pour exécuter des tâches de machine learning. Lorsqu'on a besoin d'optimiser les coûts et les temps de traitement des modèles en inférence, on aura aussi des solutions et beaucoup de souplesse par la largeur de la solution d'AWS en termes de hardware. Enfin, cette capacité naturelle qu'a la plateforme AWS de scaler va permettre finalement d'affiner au plus juste les matériels mis à disposition des modèles lorsqu'ils font l'inférence. Dans un autre registre, les data scientists qui utilisent TensorFlow trouveront avec SageMaker un certain nombre de bénéfices. Alors, l'un d'eux, par exemple, c'est la possibilité de bénéficier d'un scaling quasi linéaire lorsqu'on utilise des machines avec un grand nombre de GPU. La version de TensorFlow qui est optimisée par AWS permet d'obtenir ce scaling aussi parce que AWS propose des machines qui ont des capacités d'interconnexion réseau bien supérieures à ce que l'on peut trouver sur d'autres clouds publics. De même, lorsqu'on utilise TensorFlow en mode inférence, le fait d'utiliser cette technologie Elastic Inference et donc de sizer de façon très précise la capacité GPU de l'infrastructure permet de réduire les coûts d'exploitation de TensorFlow jusqu'à 75%. Alors, pour terminer ce webinaire, j'aimerais dire quelques mots de la culture qui doit accompagner l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une transformation digitale d'entreprise. Alors, même si ça peut paraître étonnant, en réalité, cette gestion culturelle n'est pas du tout euh, une chose surprenante lorsqu'on pense finalement à ce qui doit être fait pour atteindre le succès qu'on espère avec l'utilisation des techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. En gros, on peut découper cette approche culturelle en trois étapes. La première, c'est celle qui a nourri un peu ce webinaire, qui fait le lien entre les technologies et le business. Alors, en réalité, il est très probable que dans votre société, déjà, certaines équipes ou certaines personnes commencent à utiliser le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, il est très important de commencer à les assister par des approches business pour valoriser leur travail. Et cette connexion doit être permanente. Deuxième volet de l'approche culturelle autour du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est celle qui va concerner la stratégie des données, et en particulier avec la thématique des data lakes, qui va permettre de résoudre un ensemble de problèmes en une fois pour permettre le bénéfice du machine learning d'être global sur la société. Le troisième volet très important au niveau culturel, c'est de permettre l'utilisation simple et immédiate des technologies de machine learning et d'intelligence artificielle par les développeurs des solutions métiers de l'entreprise, comme nous avons pu le voir dans les premiers cas d'usage. Pour accompagner cette mise en place culturelle du machine learning et de l'intelligence artificielle dans les entreprises, AWS propose deux solutions. La première, Deep-Racer, est un véhicule autonome à l'échelle 1/18e qui peut permettre de façon assez ludique l'apprentissage d'une nouvelle technologie de machine learning qui s'appelle le reinforcement learning. Et si vous avez des équipes de data scientists, je vous invite vraiment à leur faire utiliser cette solution qui peut leur permettre d'apprendre des nouvelles méthodes d'apprentissage. Ensuite, AWS propose une caméra capable de faire tourner des modèles de machine learning qui s'appelle DeepLens et qui ouvre la voie à des cas d'usage nécessitant des capacités intéressantes en termes de computer vision.
Il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez d'autres informations, je vous invite à consulter le site ml.aws. Vous y trouverez d'autres cas d'usage, d'autres références clients, ainsi que la documentation des produits qui ont été présentés, et pour les data scientists, des liens vers des notebooks d'exemple ou des dépôts de code qui leur seront très utiles. Merci également à ceux qui ont posé des questions. N'hésitez pas à rajouter les dernières questions que vous auriez en tête, et je serai ravi de vous retrouver pour d'autres webinaires bientôt.